Ça, c'est une plante carnivore. Et ça, c'est un insecte qui vient de commettre la pire erreur de sa vie. Dans la nature, on est habitué à voir des animaux carnivores croquer d'autres animaux, et ces prédateurs sont même devenus nos chouchous, puisqu'on a réussi à trouver que ces distributeurs d'actes de décès sont tous plus mignons les uns que les autres, même si ce n'est clairement pas l'avis de leurs pauvres victimes. Ça fait plus d'1 an que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour montrer comment un groupe de plantes s'est rebellé contre la soi-disant domination des animaux en devenant eux-mêmes carnivores. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point elles avaient concocté un plan parfait, plein de stratégies différentes, tous plus sournoises les unes que les autres, qui allaient tellement me choquer que j'ai remercié Mère Nature de m'avoir fait en tant qu'être humain, trop grand pour être leur proie. Car si l'humanité était plus petite, c'est dans un monde cauchemardesque qu'on vivrait 24 heures sur 24. Mais d'abord, il y a des millions d'années, juste avant l'invention des chichis Nutella, les ancêtres de nos amis les plantes carnivores menaient une existence plutôt banale, reposant sur la photosynthèse pour se nourrir. Et comme le dit le proverbe, la nécessité est la mère de l'invention, c'est-à-dire que le besoin entraîne de se sortir les doigts du derrière, et ce même dans le monde végétal. Charles Darwin, le grand-père de l'évolution, n'a probablement jamais regardé une salade de la même manière après avoir étudié ses bêtes botaniques. En 1875, il a publié Les plantes insectivores, un livre qui aurait très bien pu s'intituler Comment j'ai appris que les plantes carnivores avaient dit à Mère Nature qu'elles pouvaient aller se faire cuire un pissenlit et qu'elles allaient cesser le régime végétal pour aller engloutir de l'insolence animale. Darwin a révélé au monde que ces plantes n'étaient pas seulement de la verdure passive et sans intérêt, mais des prédateurs actifs ayant un goût pour la chair. L'histoire de l'évolution de ces plantes est digne d'un film de 4 heures bourré d'action. Confrontés au défi de vivre dans des sols aussi pauvres en nutriments qu'un Coca Zéro, vidéo non sponsorisée par Coca car je n'ai aucun talent marketing, elles ont tenté de s'en sortir en la jouant sournoise. En manque de nitrogène, elles ont, à travers une série de rebondissements évolutifs à travers différentes lignées de plantes, pas une, pas deux, mais au moins 12 fois, fini par réaliser que des insectes et des autres petits animaux, comme cette grenouille poissarde, il y en a plein. Donc pourquoi ne pas se servir? Commençons avec la découverte de ces êtres endiablés, avec un monstre de quelques grammes, la Dionée attrape-mouche, la plus célèbre d'un groupe de tueuses qui utilisent des pièges au mécanisme si rapide et si précis qu'elle capture ses victimes plus vite que vous ne pouvez vous abonner à Virgule Animal. La Dionée est dotée d'une rosette de 4 à 7 feuilles, chacune étant un piège mortel potentiel pour l'insecte qui ne se doute de rien. Ces plantes ne se contentent pas de pousser, elles tracent leur chemin avec une tige en forme de bulbe qui se cache sous le sol, prête à libérer d'autres feuilles sur le monde au moment opportun. Imaginez que vos plantes d'intérieur se multiplient chaque fois que vous avez le dos tourné, mais qu'au lieu d'avoir besoin d'eau, elles aient soif du sang de leur proie. Originaire des tourbières exclusives et des savanes humides de Caroline du Nord et du Sud aux États-Unis, la Dionée attrape-mouche détient le titre de plante la plus géographiquement snob, car elle refuse de pousser naturellement ailleurs. Le piège se compose de 2 lobes qui ont l'air assez confortables du point de vue d'une mouche, on ne va pas se mentir, articulés le long d'une nervure centrale, chaque lobe étant parsemé de poils hautement sensibles. Lorsqu'un insecte naïf effleure ses poils, il déclenche une impulsion électrique qui se fait se refermer le piège en moins d'1 seconde, emprisonnant l'insecte à l'intérieur. Si votre QI est supérieur à 50, vous vous êtes déjà demandé que se passe-t-il s'il pleut? Est-ce que la Dionée referme son piège quand les gouttes de pluie tapent sur ses petits poils? Bon, déjà, même si vous ne vous êtes pas posé la question, vous avez aussi un QI supérieur à 50, comme toute la population. Évidemment, la Dionée ne peut pas se recharger en USB-C, donc il faut éviter le gaspillage d'énergie, ce qui entraîne que les lobes aient d'abord besoin de 2 stimulations de poils en l'espace de 20 secondes pour se refermer. Et ensuite, d'abord il y a un semi-fermage rapide qui piège les grosses proies, juteuses, mais laisse les petites s'échapper, ou permet que les gouttes d'eau n'entraînent pas la fermeture complète. Si une bonne grosse victime est piégée, elle va se mettre à gesticuler dans tous les sens, ce qui est le signe qu'attend la Dionée pour acter l'acte final. Les bords des lobes se referment plus hermétiquement qu'un couvercle de Tupperware, ce qui empêche son liquide digestif de couler, créant un estomac dont il est impossible de s'échapper. À l'intérieur, un cocktail d'enzymes digestives décompose la proie, la transformant en un smoothie nutritif. Environ 10 jours plus tard, la plante s'ouvre à nouveau et attend sa prochaine proie. La Dionée attrape-mouche ne se contente pas de manger évidemment. Elle a des aspirations, des rêves et un cycle de vie qui pourrait rivaliser avec les rebondissements d'un feuilleton. À partir d'une humble tige ressemblant à un bulbe, elle pousse une rosette de feuilles que l'on pourrait confondre avec un feu d'artifice vert figé dans le temps. Le printemps est la saison de l'espoir, où notre protagoniste vert lance ses aspirations florales vers le ciel. La fleur, perché au sommet d'une longue tige comme une couronne, et le clin d'œil de la plante aux abeilles et aux coléoptères, les invitant à une fête pleine de pollen. C'est une façon pour la plante de dire « Qui me pollinise a le droit de rester en vie ». L'habitat de la Dionée ressemble à la section VIP d'un club, réservé à ceux qui peuvent supporter la chaleur et les incendies périodiques. Ces zones sont si pauvres en nutriments que les autres plantes ne prennent même pas la peine d'envoyer leur CV. Le feu, destructeur pour beaucoup, est une arme pour la Dionée, car il élimine la concurrence et laisse derrière lui des cendres riches en nutriments, parfaites pour la germination des graines. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, après tout. D'autres plantes considèrent les Dionées comme des êtres sans talent, qui ne comptent que sur la chance pour manger. Elles, se sentant supérieures, ont voulu un système plus proche de la pure escroquerie volontaire, histoire de montrer toute l'étendue de leur malice. À l'autre extrémité du spectre des pièges, on trouve les Drosera et les Grassettes. Elles se sont dit qu'elles allaient produire du liquide pour attirer les insectes comme les plantes à nectar, mais pas pour s'en servir comme pollinisateurs, plutôt pour les piéger et les dévorer. Les feuilles des Drosera, ornées de tentacules glandulaires qui scintillent au soleil comme une toile d'araignée recouverte de rosée, ne sont pas là pour faire joli.
elles sont l'équivalent d'une note autocollante de la nature, rappelant aux insectes qu'être naïfs est sévèrement puni. Chaque tentacule est muni d'une sécrétion collante, un mélange faussement sucré. Les insectes, attirés par son odeur sucrée, se retrouvent dans une situation collante. Pendant qu'ils se débattent, les tentacules s'enroulent lentement autour d'eux, assurant une prise sûre avant que la suite ne commence. Car comme si le fait d'être coincé ne suffisait pas, la Drosera entame alors un lent et inexorable processus de digestion, sécrétant des enzymes experts en atomisation avec la patience dont seule une plante est capable. Les Drosera se sont installés dans les quartiers exclusifs des tourbières, des marais et, à l'occasion, du sol de la forêt tropicale, transformant des terres inhospitalières en communautés prospères de flore aux doigts collants. En matière de gastronomie, les Drosera sont les connaisseuses du monde des plantes carnivores, avec un palais affiné par des millions d'années d'alimentation sélective. Leur menu est un véritable gratin du monde des insectes, avec des plats du jour tels que fourmis à la carte, bolognaise d'abeilles et à l'occasion, merlot de papillons de nuit. Un même mode d'attaque que leurs cousines les grassettes. Elles ont l'air inoffensives, même assez banales comme plantes à fleurs. Et c'est là que l'arnaque se joue avec un piège d'autant plus sournois. Leurs feuilles, dont la taille varie de 2 cm à 30 cm, sont un mélange parfait d'attraction et de danger. Comme tout bon criminel, il convient de faire semblant d'être un ange. Du coup, au-dessus de la scène de crime, les grassettes dévoilent leurs fleurs d'une beauté inégalée qui s'épanouissent, contrastant fortement avec le restaurant mortel situé en contrebas. Ces merveilles perchées sur de longues tiges comme des vigies sur une tour de guet servent de distraction, d'alibi floral aux actes sombres perpétués dans les profondeurs de leurs feuilles. Ces feuilles font signe aux voyageurs insectes fatigués de voler ou de se déplacer en général, en lui promettant qu'il peut se servir d'elles comme un endroit où se reposer tranquillement, à l'abri de tout prédateur potentiel. Pourtant, ce qui se cache en dessous est un piège collant tendu par les mafieux de la nature, qui attendent de prendre au piège les plus stupides au corps juteux. Imaginez que vous alliez vous asseoir sur un banc pour attendre le bus, et qu'en fait, le banc et tout l'arrêt de bus était un truc carnivore qui vous dévorait. Quel cauchemar! Et telle est la réalité quotidienne des proies de la grassette. La surface de la feuille, champ de bataille parsemé de poils glandulaires, sécrète une substance plus perfide que le plus fin piège à colle connu de l'humain ou de l'insecte. Ces poils glandulaires chuchotent en permanence « petit 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 » avant de serrer leur hôte dans une prise digne d'un boa constricteur. Sauf qu'il y a des dizaines de boas en même temps sur la même proie. Une fois empêtrée dans l'entrainte gluante de la grassette, la proie est soumise à un processus aussi fascinant que sinistre. Les glandes sessiles, les assassins silencieux de ce monde souterrain de feuilles, entrent en action. Elles libèrent des enzymes dans une lente danse de décès, décomposant l'insecte petit à petit, un processus aussi méticuleux qu'impitoyable. Ce tango digestif est un spectacle d'efficacité qui ne laisse rien derrière. Alors même que les grassettes se livrent à leur jeu quotidien de capture et de digestion, l'avenir est silencieusement assuré sous la forme de graines. Ces minuscules capsules de vie, qui attendent le bon moment pour s'ouvrir et se disperser, garantissent la pérennité de l'héritage des grassettes. Portées par le vent ou peut-être par l'eau, elles cherchent de nouveaux territoires, de nouveaux convives à établir et de nouvelles proies à piéger. Dans les coins verdoyants des jungles et des marécages les plus isolés de notre planète, diverses espèces de Saracénies n'ont pas du tout été impressionnées ni par les Drosera, ni par les grassettes. Les Saracénies, comme celles des genres Nepenthes, Sarracenia et Cephalotus, ont voulu aller encore plus loin dans le piège, au point de devenir le piège lui-même. Parmi elles, on compte déjà les Nepenthes, ou, comme on l'appelle dans des cercles moins scientifiques, les vers de singe. Pourquoi des vers de singe ? Eh bien, on croyait autrefois que les singes aimaient boire de bonnes gorgées dans ces pichets. Sauf que les singes ne sont pas complètement idiots et ils évitent généralement ces escroqueries végétales. Les Saracénies adorent le voyage et se moquent des vulgaires dionnées qui ne vont nulle part en allant, elles, des jungles torrides de Bornéo jusqu'au haut plateau accidenté de Madagascar. Les Sarracenia, elles, originaires du continent américain, présentent une gamme variée de pichets allant de l'élégance imposante du Sarracenia flava, qui pourrait facilement passer pour une œuvre d'art moderne, à la robustesse trapue du Sarracenia pourpre, le videur de la tourbière. Les Sarracenia mélangent leur cocktail avec un sens du drame, arborant souvent des couleurs flamboyantes et des motifs complexes pour séduire leur proie. Il y a aussi le Cephalotus follicularis, la Sarracénie d'Australie, qui est comme ce barman qui n'entre pas tout à fait dans le moule, mais qui prépare une méchante boisson qui vous fait revenir. Ce loup solitaire préfère la vie tranquille dans les marais côtiers du sud-ouest de l'Australie, servant son nectar mortel dans des pichets qui semblent tout droit sortis d'un conte de fées qui pue la violence. Aucune visite des Sarracénies ne serait complète sans un clin d'œil à Darlingtonia californica, également connue sous le nom inoffensif de plante cobra. Cette plante, originaire d'Amérique du Nord, fabrique ses pichets en forme de cobra cabré, avec une feuille fourchue ressemblant à la langue d'un serpent. Mais le truc, c'est que les insectes ne sont pas habitués à se faire manger le crâne par des serpents. Ils ne comprennent pas le danger et se font dévorer sans la moindre pitié. Maintenant qu'on a vu quelques spécimens,
Imaginez Freddy la mouche, un explorateur qui a un penchant pour les sucreries et une curiosité insatiable bien supérieure à son instinct de survie. Notre histoire commence par un après-midi chaud et humide, alors que Freddy bourdonne au bord d'un marais, ses yeux scrutant le paysage à la recherche de sa prochaine grande découverte. C'est alors qu'il sent quelque chose d'irrésistible, un doux parfum qui lui promet des délices riches en nectar. Freddy est loin de se douter qu'il vient de tomber sur le panneau d'affichage olfactif d'une Sarracenia qui annonce « Happy Hour 24 h sur 24 ». Venez pour la douceur, restez parce que vous ne pouvez pas partir. Freddy, toujours optimiste, se précipite vers la source de l'arôme avec l'enthousiasme d'un enfant dans un magasin de bonbons. La Sarracenie pourpre, quant à elle, joue parfaitement le rôle du barman rusé, son pichet coloré et invitant étant ouvert comme une main accueillante, ou plus exactement comme une bouche grande ouverte. Lorsque Freddy se pose sur le rebord du pichet, il est ébloui par la beauté qui s'offre à lui. Les motifs complexes et les couleurs vives sont dignes d'un feu d'artifice. Le péristome, ou lèvre du lanceur, est gorgé de nectar, et Freddy s'en délecte avec l'enthousiasme de celui qui croit avoir touché le jackpot. Mais alors qu'il s'enfonce plus profondément, attiré par le nectar toujours plus sucré qui l'appelle de l'intérieur, Freddy rencontre une pente glissante, une surface cireuse et traîtresse, qui constitue le point de non-retour. Dans son euphorie induite par le nectar, Freddy ne se rend compte que trop tard qu'il patine au bord du désastre. Par une glissade, Freddy se retrouve à dégringoler dans les profondeurs de la fosse, le monde basculant alors qu'il plonge dans le cocktail d'enzymes digestives qui l'attend en bas. C'est le coup de maître de cette plante, un digestif parfaitement mélangé qui est fatal à tous ceux qui y prennent part. Alors qu'il s'agite dans le liquide, la vie de Freddy ne défile pas devant ses yeux, principalement parce que son cerveau n'est pas conçu pour ce genre de réflexion. Mais si c'était le cas, il verrait un montage d'après-midi ensoleillé, de banquets dans les bennes à ordures et d'une soirée romantique sous la lumière du porche. En fin de compte, l'aventure de Freddy ne se termine pas par un coup d'éclat, mais par un gargouillis digestif. La Sarracenie pourpre le remercie de sa folie en absorbant ses nutriments, un dernier pourboire laissé par un invité involontaire. Mais il n'y a pas que Freddy et ses copines mouches qui se font miam miam. Les fourmis sont les premières à figurer au menu, de véritables chips si les chips étaient gorgés de protéines. Comme Freddy, elles sont incapables de résister à l'attrait de l'happy hour. Les fourmis affluent vers le péristome de la Sarracenie, attirées par le doux nectar et la promesse d'un bon moment. Elles se retrouvent rapidement à abuser de la boisson et à glisser dans l'abîme. Scarabées et papillons de nuit sont aussi un régal. De temps en temps, le menu de la Sarracenie propose des plats délicieux qui défient toute attente. De petites grenouilles, des lézards et même des oiseaux peuvent faire partie de cette offre exclusive, ce qui prouve que dans le monde des Sarracenie, l'ambition ne connaît pas de limite. Les pièges à fosse varient considérablement pour cibler des proies spécifiques. De l'imposant Nepenthes raja, suffisamment grand pour piéger de petits mammifères comme des lézards, des souris et même des oiseaux, au petit Cephalotus follicularis. Plus adapté aux fourmis, chaque espèce a adapté son piège à son environnement et aux proies disponibles. Des variétés à Bornéo ont même développé une relation mutualiste avec Tupaia montana, un petit gus de la famille des Tupai, plus proche des primates que des rongeurs, qui adore se délecter d'une substance sucrée produite par les Sarracenie. Et, en échange, le Tupaia montana sort une bonne grosse commission dans le trou, ce qui nourrit la plante carnivore. Si vous avez un QI supérieur à... Ah mince, j'ai déjà fait cette blague nulle. Bref, lors de fortes pluies, le bouillon digestif pourrait être dilué et perdre en capacité. Donc certaines Sarracenie ont développé des couvercles pour éviter ces problèmes causés par Mère Nature. Ailleurs, dans la vaste métropole animée des biomes d'eau douce, où chaque organisme cherche à gagner sa vie, il existe une équipe de nettoyage discrète mais redoutable, équipée non pas de serpillères et de seaux, mais d'une machine à sucer de la victime. Il s'agit des utriculaires, sournoises, sophistiquées et mortelles pour leur proie. Alors que la plupart des plantes ont de belles racines, les utriculaires se sont dit « Qui a besoin de racines quand on a des vessies ?» En effet, dans un rebondissement que personne n'a vu venir, les utriculaires ont abandonné leur système racinaire pour un réseau de minuscules pièges à vide sous-marins parfaits pour nourrir leur appétit insatiable. Dans ce royaume serein mais faussement compétitif des lacs d'eau douce et des sols détrempés, l'utriculaire mène ses affaires avec la précision d'une montre suisse et la furtivité d'un ninja. Nous sommes là dans un monde où un aspirateur et la Dionée attrape-mouche feraient un enfant. Le mode opératoire de l'utriculaire relève du génie technique. De minuscules vessies immergées, chacune d'entre elles attendant avec impatience, ou plutôt avec une pression négative, qu'un protozoaire sans méfiance, ou, comme vous allez aimer, une larve de moustique insolente sans méfiance, attirée là aussi par une légère odeur sucrée, viennent effleurer ses poils de déclenchement. Dès qu'une petite créature entre en contact avec le piège, la trappe s'ouvre plus rapidement que vous ne pouvez penser. Virgule animal, quel talent, aspirant la proie en même temps qu'une gorgée d'eau en seulement quelques millisecondes. La capacité de la plante à générer un vide et à réinitialiser son piège en quelques minutes est comparable à un pouvoir de super-héros dans le monde végétal. Au-dessus du drame sous-marin invisible que constituent les activités carnivores de l'utriculaire,
une scène différente se déroule, un spectacle de beauté et de tromperie. Ici, dans le royaume de la lumière, du soleil et des brises, l'utriculaire présente son côté plus doux, avec des fleurs qui pourraient facilement orner les pages d'un magazine de mode botanique. Pourtant, même ces charmantes fleurs jouent un rôle dans la stratégie de survie astucieuse de la plante. Les fleurs de l'utriculaire, perchées sur de fines tiges comme des drapeaux de trêve sur un champ de bataille, contrastent fortement avec l'efficacité impitoyable de leurs pièges sous-marins. En élevant ces fleurs bien au-dessus de l'eau, la plante s'assure que ses pollinisateurs ne deviennent pas des proies. Ces manifestations florales sont le moyen pour la plante d'avoir le beurre et l'argent du beurre, en attirant la vie d'une main et en la prenant de l'autre. Tous ces gourmands carnivores ont porté le manger local à un tout autre niveau, en se jouant du règne animal avec un tour de passe-passe diabolique qui ferait réfléchir même le voyageur le plus aguerri. Le monde est vaste et les lieux où l'arnaque se joue sont aussi vastes. Dans l'environnement trouble et brumeux des tourbières, les Dionnées attrape-mouches exécutent leur routine classique, emprisonnant les créatures avec un flair qui rivalise avec celui d'un magicien qui sort un lapin de son chapeau. Sauf qu'ici, le lapin n'a pas la possibilité de s'enfuir. Osez vous aventurer à la lisière du désert, où le Drosophilum lusitanicum, une espèce rare, réside dans le sol sec comme un ermite qui aurait choisi le Sahara pour sa demeure. Vous pouvez aussi escalader les hauteurs vertigineuses des falaises riches en calcium pour apercevoir Pinguicula vallisnerifolia, c'est dur, qui se prélasse au soleil comme si elle passait ses vacances sur la côte d'azur des plantes carnivores. En parcourant le globe, nous constatons que les meilleures fêtes se déroulent toujours là où il y a de la lumière et de l'eau, mais que seuls les VIP comme nos compagnons carnivores peuvent prospérer. Ces plantes ont poussé la vie en réseau à l'extrême, s'installant dans des endroits où le sol est aussi accueillant qu'un contrôle fiscal. Pourtant, elles prospèrent, transformant l'adversité en opportunité, prouvant qu'avec un peu d'ingéniosité et beaucoup d'enzymes digestives, il est possible de faire de la limonade avec des citrons. Ou, dans ce cas, d'une soupe d'insectes nutritive. Des hauts plateaux humides d'Amérique du Sud aux repères cachés d'Australie, ces plantes ont répandu leurs graines de plus en plus loin, ou plus exactement, leurs pièges à mouches. Ces plantes ont renversé les règles du darwinisme, prouvant que parfois, pour arriver au sommet, il faut être en bas de la chaîne alimentaire. Elles se sont taillées des niches écologiques à elles seules, comme des grandes, montrant que les animaux qui pètent plus haut que leur derrière feraient bien de se méfier de la plante qui dort. Mais bon, même les prédateurs végétatifs les plus voraces ont besoin d'une pause, et nos compagnons carnivores ne font pas exception. Au fil des saisons, nombre d'eux ferment leurs pièges, faisant une pause dans leur activité de mangeurs d'insectes. Hélas, tout n'est pas rose au paradis. Si on prend exemple Nepenthes, nos amis feuillus se confrontaient à une crise aux proportions épiques, un véritable saladier de conflits. Je sais que vous adorez ces jeux de mots tout pourris. La perte d'habitat, fléau de la biodiversité, tabasse leur territoire. Les bulldozers et les tronçonneuses indésirables transforment les forêts tropicales luxuriantes en friches agricoles ou pire, en parking moche. Comme si la perte de leur maison ne suffisait pas, ces Saracénis sont également victimes d'une collecte illégale. Il semble que leur allure meurtrière en est fait la cible de braconniers trop zélés et d'amateurs qui pensent que le terme en voie de disparition n'est qu'une étiquette qui rend les choses plus stylées, parfaite pour être emportée clandestinement pour orner les étagères de collectionneurs à la noix. Le changement climatique, évidemment, sème la zizanie, transformant l'équilibre délicat de ces habitats tropicaux en une recette pour le désastre. Nos Saracénis sont pointilleux sur leurs conditions de vie. Trop chaud, trop froid, trop humide, trop sec, et c'est finito. Histoire d'en rajouter une couche, les espèces envahissantes s'imposent, mettant les pichets indigènes à l'écart. Ces tyrans botaniques ressemblent à des fêtards odieux qui mangent tous les encas, encombrent la piste de danse et refusent de partir, même si vous leur faites comprendre à plusieurs reprises que la fête est finie. Vous pouvez toujours compter sur quelques humains pour se rebeller. Armés d'éducation, de législation et d'une passion pour la préservation, des défenseurs de la nature ont pour mission d'inverser la tendance. Qu'il s'agisse de créer des zones protégées, de faire respecter les lois sur le commerce des espèces sauvages ou de faire connaître le sort de ces Saracénis, ils sont déterminés à empêcher que ces merveilles botaniques ne deviennent de simples souvenirs dans l'histoire. Et vous, oui vous, insolent que vous êtes, pouvez intervenir. Qu'il s'agisse de sensibiliser le public, de soutenir des pratiques durables ou simplement d'admirer ces plantes à une distance respectueuse, chaque petit geste compte. Donc voilà mes petits nuls. Les plantes carnivores sont une belle bande hétéroclite de végétaux qui ont décidé que la photosynthèse comme source de nourriture, c'était pour les faibles. Entre les Dionnées qui jouent la guillotine avec les mouches, les Drosera qui organisent des soirées collantes pour les fourmis et les Nepenthes qui proposent des cocktails mortels sans alcool, on ne peut que constater, elles ne sont pas juste des plantes. Ce sont des stratèges de la jungle, transformant chaque goutte de rosée en une scène de crime. Et dans cette série dramatique de la nature, chaque épisode nous rappelle avec humour que dans le règne végétal, c'est celui qui digère à la fin qui rit le dernier.